Course emblématique à Sarreguemines. Depuis plus de 30 ans, les 10 km de Sarreguemines ont rassemblé 1300 participants ce dimanche. Parmi eux, des salariés de l'usine Continentale ou encore d'Ineos Automotive venus courir entre collègues. Extinction des feux de 18h à 21h30 à Kalausen. La commune a éteint son éclairage public ce week-end, le temps d'une balade nocturne. C'était à l'occasion de la 13e édition du Jour de la Nuit, un événement qui permet de profiter du ciel étoilé et de la nature sans pollution lumineuse. Dans le cadre du mois Octobre Rose, l'hypermarché Cora Sarreguemines organisait une soirée caritative pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Un repas gastronomique était proposé par le chef étoilé Mathieu Otto et 22 élèves du lycée Simon Lazare. Les fonds étaient reversés à l'association Dessin pour la vie, dont Lisa Dan est la marraine. Enfin, la map de Forbach a mis en lumière une productrice locale de Binin, Justine Perrin. Elle cultive des plantes aromatiques et médicinales au Onyxberg. Des balades ont été organisées ce dimanche pour faire découvrir au public son exploitation, ses projets et son histoire. Bienvenue à tous sur Mosaïque Cristal, nous sommes lundi 16 octobre. Dans cette édition, vous avez rendez-vous après la pub avec un nouveau numéro d'Histoire d'Histoire. Cette semaine, Léon Meyer, membre de la Chale, raconte l'histoire des fontaines dans la commune de Binin. Mais tout de suite, on revient sur les principales actualités du week-end et c'est bien sûr la course des 10 km de Sarreguemines hier qui a rassemblé près de 1300 participants. Parmi eux, des centaines sont venus entre collègues pour représenter leur entreprise, notamment des salariés de la Continentale et d'Ineos Automotive. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Les t-shirts orange et noirs se reconnaissent facilement dans la foule. Ils appartiennent aux salariés de l'entreprise Continentale Sarreguemines. Chaque année, ils sont plusieurs dizaines à se réunir sur la ligne de départ des 10 km de Sarreguemines. Pour cette édition, ils étaient 52. Parmi eux, un fidèle de cette course qui y participe depuis 30 ans, Gérard Gabriel. Pour le côté fun, pour le côté sympathique, c'est une course locale. Le groupe le plus représenté cette année était formé par les salariés d'Ineos Automotive à Ambach. C'est d'ailleurs le Grenadier qui a ouvert la course. 54 personnels ont franchi la ligne d'arrivée, un événement extérieur à l'usine qui aide à renforcer la cohésion d'équipe. Oui, parce que du coup, je pense que je vais voir d'autres collègues que je vois au quotidien dans un autre contexte. Donc je pense que c'est sympa. Tous ces groupes de gens se reconnaissent après dans l'usine et se saluent. Ils peuvent discuter et parler de ce qui est un peu en dehors du travail. Plusieurs autres entreprises de Moselle étaient représentées, de l'industrie, des commerces ou encore des collectivités, comme la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Des clubs sportifs et de nombreuses associations ont aussi participé à cette course en groupe. Et samedi, c'était opération de nettoyage de la forêt à Sarreguemines. Depuis une dizaine d'années, le conseil municipal des jeunes organise un nettoyage de la forêt chaque automne. 4 groupes étaient dispatchés sur une partie de la forêt du Bourrols, aidés par leurs parents, les jeunes lutteurs de Sarreguemines et une dizaine de salariés de la société Continentale qui participent pour la première fois à l'événement. Une cinquantaine de personnes étaient à l'œuvre toute la matinée et un panier repas a été offert à midi par Continentale. À Kalausen, on favorise la vie nocturne. L'année dernière, la commune a remplacé tout son éclairage public pour le faire passer à la technologie LED, une transformation aux avantages multiples. La 13e édition du Jour de la Nuit était organisée pour s'en rendre compte. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Cette année encore, la Casque participait à l'événement national, le Jour de la Nuit. Et pour cette 13e édition, l'agglo avait choisi d'organiser cet événement à Kalouze. Une commune qui utilise depuis l'an dernier la technologie LED pour son éclairage public et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Sur notre territoire de la communauté d'Agglo, beaucoup de communes ont fait des efforts en modifiant leur éclairage public, en faisant du relamping, en passant d'un éclairage énergivore et polluant visuellement et surtout pour la biodiversité en passant à de l'éclairage LED. Éclairage LED qui est beaucoup moins énergivore et qui est beaucoup plus performant et qui ne pollue pas le ciel. Donc sur notre territoire de la communauté d'Agglo, c'est 2600 points lumineux qui ont été remplacés jusqu'à présent. Plus de 100 points d'éclairage public, rien qu'à Kalouze. Les conséquences de ce changement sont visibles sur la facture, entre 55 et 60% de consommation d'électricité en moins pour l'éclairage public et en matière de pollution lumineuse. Quand on se place en hauteur, on voit plus le halo qu'il y avait précédemment et on constate effectivement qu'il y a beaucoup moins de pollution lumineuse.
Cette évolution, les plus de 120 personnes qui ont pris part à la balade nocturne organisée ce week-end à Calouze ont pu s'en rendre compte. L'événement qui se déroulait dans cette commune pour la première fois affichait complet. Non seulement les marcheurs prenaient du plaisir à progresser ensemble dans les rues de la commune, mais en plus, ils avaient rendez-vous le long du parcours avec un conteur, un accordéoniste, une danseuse et un spécialiste des chauves-souris. Et puis les opérations pour la lutte contre le cancer du sein se poursuivent. À l'occasion du mois Octobre Rose, au Cora à Sarreguemines, un dîner caritatif était organisé avec menu étoilé et animation musicale. Une opération qui vient en complément de la mobilisation nationale de l'hypermarché pour le soutien de la recherche au sujet du cancer du sein. C'est un reportage d'Émilie Hazel. Les tables sont exceptionnellement nappées en blanc et décorées de fleurs roses. La cafétéria du Cora de Sarreguemines s'est transformée jeudi soir en restaurant haut de gamme. Pour ce repas caritatif, 80 personnes étaient venues soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour cette deuxième édition de la soirée Octobre Rose, c'est une association différente qui a été choisie. Cette soirée pour une association plutôt locale, donc c'est des seins pour la vie. Ça vient en complément de l'action Ruban Rose sur les hypermarchés Cora. Les convives ont pu déguster un tartare de saumon, un suprême de pintade, une mousse de fromage et une tartelette au citron. Le tout, concocté par le chef Mathieu Otto. Étaient en cuisine et au service en salle 22 élèves du lycée Simon Lazare, entourés par 4 professeurs. Les donateurs, très préoccupés par la lutte contre cette maladie, ont apprécié la soirée. Moi, je suis venu pour passer avant tout un moment en famille et puis aussi participer à la bonne cause, puisque le cancer du sein est une cause qui concerne une grande partie de la population. Il me semblait important de participer à cette cause. L'organisation, je trouve qu'elle est très bien et on est tous là pour soutenir cette cause et c'est une cause noble. J'ai été invité pour cette soirée et je pense que c'était important de participer à cette soirée par rapport à ce cancer du sein, effectivement, où n'importe qui peut être touché, effectivement. Et il me paraissait important d'être là et de soutenir effectivement l'association pour la soirée Octobre Rose. Je trouve que c'est une façon très sympathique de soutenir cette cause et puis les gens qui participent à ce repas, ça permet justement de verser des dons. Et là c'est convivial, tout le monde est content d'être là et on espère que l'année prochaine ça aura lieu et qu'on sera peut-être un peu plus nombreux. Lisa Dan est la marraine de l'association de Forbach des Seins pour la vie. Elle a également animé la soirée Octobre Rose en musique pour la 2e année. Elle a fait découvrir son univers au public. Justine Perrin a repris ses terres familiales au Honigberg. Aujourd'hui, elle a pour projet de reconstruire la fermette de sa grand-mère et de faire revivre ses traditions. Elle cultive une vingtaine de plantes aromatiques et médicinales. Avec le soutien de l'AMAP de Forbach, elle a organisé des balades au cœur de son exploitation. Reportage de Thibaut Desmerlet. Au bout de 3 ans de travail, elle ouvre son exploitation au public. Nous sommes sur les hauteurs du Honigberg, près de Binin. C'est ici que vit Justine Perrin, qui a racheté les terres. Avec l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne de Forbach, elle a organisé 2 randonnées. Dans le parcours est inclus la visite de son terrain et de son jardin. Alors en fait c'est un terrain familial qui appartenait à ma grand-mère, donc l'idée c'est de reconstruire cette petite fermette qui date en fait du milieu du 19e siècle. Donc c'est déjà de montrer cette bâtisse et puis en fait raconter un peu l'histoire. Sa grand-mère avait pour habitude de servir des tartines de miel aux passants. Justine souhaite faire revivre cette tradition. D'autres producteurs ont été invités pour participer à l'événement. Dans son jardin, Justine cultive une vingtaine de plantes aromatiques et médicinales et cueille une quinzaine de plantes sauvages aux abords de la forêt. Elle vit à l'ancienne dans une roulotte à côté de son exploitation. Mais son mode de vie subit des difficultés. Le projet de reconstruction de cette petite ferme est compromis depuis le changement du plan d'urbanisme en 2019 qui a classé cette maison dans une zone non constructible. En attendant, j'y ai installé une roulotte sur le terrain et les choses sont devenues plus difficiles cette année avec un conflit de voisinage qui a fait qu'on m'a demandé d'enlever cette roulotte. La MAP est donc venue en soutien pour organiser cette découverte au public. En plus des plantes, Justine a fabriqué ses propres ruches et vend ses produits sur les marchés locaux.
C'est dans un décor d'Oktoberfest qu'un exercice d'écriture s'est déroulé vendredi soir dans la salle communale de Val-d'Ouz. 24 participants ont ressorti leurs trousses et leurs stylos à billes pour une dictée en français et en plate. Le texte a été rédigé spécialement pour l'occasion par l'écrivaine mosellane Fabienne Jacob. Les tournures de phrases étaient volontairement complexes, mais il n'y avait pas d'enjeu particulier pour les meilleurs et aucune punition pour les moins bons. L'objectif était simplement de passer un bon moment. L'objectif a été atteint. Allez, on se quitte le temps d'une page de pub, puis on se retrouve pour découvrir Histoire d'Histoire, un nouveau numéro, et puis on se mettra en appétit avec le défi culinaire de la semaine de Sandrine. A tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, les températures ont chuté cette nuit et malgré le soleil, elles ne remonteront plus. Pour demain, c'est quand même une très belle journée qui nous attend avec de belles éclaircies dès le lever du jour. Mais il fera frais, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 16 degrés. Demain, nous fêtons les Baudouins et il fera jour de 7h58 à 18h42. Passez tous une belle journée et à demain! Le Festival Euroclassique 2023 présente l'Harmonie du Pays de Beach le samedi 21 octobre à 20h dans la salle polyvalente de Sourtes. Une quarantaine d'artistes conjuguent avec bonheur le plaisir d'offrir au public le meilleur dans un esprit toujours renouvelé. Retrouvez côte à côte Bach, les Beatles, Spirit of the Cells ou encore Gilbert Bécaud. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault, Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. C'est à l'agglo de vérifier que les consignes de tri soient bien appliquées. En cas de non-respect de ces consignes, l'usager s'expose à un refus de collecte de sa poubelle. Je fais partie d'une équipe qui vérifie la conformité du tri. Nous accompagnons également les personnes réalisant des erreurs pour leur transmettre les bons réflexes. Bonjour madame, suite au refus de votre poubelle, je suis venue pour vous ramener un mémo-tri pour bien vous expliquer qu'il y a des nouveautés dans... Notre objectif, en définitive, c'est que tout le monde trie au mieux ses déchets. Et si certains font preuve d'un civisme intentionnel, tôt ou tard, ils seront identifiés et sanctionnés. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée d'un artiste qui nous vient d'Alsace. Il est originaire de Mulhouse. Il est dans la vie professeur d'EPS, mais il chante depuis plus de 20 ans. Il s'appelle Michael Pierrel. Tu as le seum, tu frises l'insouciance, tu sors, tu bois et tu finis en transe. Tu t'oublies, tu rencontres de nouvelles connaissances, mais ton cœur saigne dans l'indifférence.
qui sommes-nous vraiment? Personne ne sait, on fait semblant. Mais qui sommes-nous vraiment? Personne ne sait, on fait semblant. Trop souvent, trop souvent. Ne zappez pas le rendez-vous pour retrouver cette émission en intégralité. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal dès midi. Allez, je vous emmène maintenant à Binin. L'histoire du village est fortement liée à celle des fontaines. Encore indispensables au quotidien il y a moins d'un siècle, les fontaines ont peu à peu disparu pour laisser place au réseau d'assainissement. Léon Meyer, membre de la Chale section Pays de Bitche, nous raconte l'histoire de ces points d'eau dans son village natal. Les fontaines. Il y a moins d'un siècle, ces points d'eau étaient un élément vital pour les communautés villageoises. Boire, faire sa lessive, abreuver le bétail, elles étaient un point névralgique où s'entretenaient les relations sociales. À Binin, au pays de Bitche, beaucoup d'entre elles ont disparu après l'installation du réseau d'assainissement. Aujourd'hui, l'ère des fontaines est révolue, mais s'apprête à connaître une seconde jeunesse. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Nous sommes là presque tout au bout de la rue de la Fontaine, à Binin. Et pour moi personnellement, voilà à ma gauche la maison où je suis né et sur la droite la maison où j'habite actuellement. Nous allons avancer de quelques mètres et je vais vous montrer la première de nos fontaines et surtout la source dans laquelle je suis censé être né. Dans cet ouvrage en béton se trouve le captage de la source qui alimente la fontaine du Brûle-Bronn, du lieu-dit Brûle, toujours existant. Au fond de l'ouvrage se trouve un petit bassin dans lequel on voit jaillir la source qui alimente la fontaine. Ça nous ramène aussi à la légende du Kindelsbronn, la fontaine des enfants, dans laquelle les bébés de Binin étaient censés naître autrefois. Et les mamans qui en attendaient un avaient l'habitude de venir tourner autour et de tendre les bras en guettant qu'elles entendent les pleurs d'un bébé. Et c'est un peu la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis censé être né dans cette fontaine. La fontaine du Brûle-Bronn, que j'ai connue dans ma jeunesse, a été modifiée en 1989 et auparavant, elle était formée de 2 bacs qui se suivaient et ensuite l'eau s'écoulait dans un fossé à ciel ouvert. Donc elle venait de la nature et retournait directement à la nature. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, tout ce qui est autour, toutes les constructions, n'étaient pas encore là. Elles étaient à ce moment-là en pleine nature. Des fontaines comme le Brûle-Bronn, il y en avait une bonne dizaine à Binin, disséminées aux 4 coins du village, juste après la guerre. Et nous partons maintenant à la découverte d'une deuxième de ces fontaines, la fontaine du Weschus, c'est-à-dire le lavoir. En passant, cet ouvrage du syndicat des eaux de Rohrbach, c'est une station de pompage, forage, qui a été construite en 1953-54 et qui a amorcé le déclin de l'ère des fontaines en amenant l'eau courante sur les robinets jusque dans toutes les maisons.
sommes devant la fontaine dite du Véchus, le laboire. C'est la seule dans la commune. C'est une fontaine qui a été construite par la commune après 1857. Elle a galéré sur le projet pendant plus de 10 ans. Mais bon, toujours est-il qu'elle a quand même fini par couler jusqu'environ en 1980, même si actuellement, on n'en voit plus rien. Cette fontaine servait aussi de lieu d'abreuvoir pour les nombreuses bêtes du village et je vous laisse imaginer l'état de la route quand elles étaient passées. La preuve que ces fontaines étaient un élément vital dans la vie des Biningeois, c'est la nomination régulière de fontainiers qui étaient chargés d'entretenir et de contrôler toutes ces fontaines. Et maintenant, je vais vous emmener directement à la dernière, qui était aussi paradoxalement la première de nos fontaines de Binin. Sur ce plan topographique du Pays de Bitche datant de 1758, vous avez ici au numéro 4 une source qui est clairement indiquée et commentée sur le plan et autour de laquelle s'est probablement, même certainement, construit et développé le village. Hyper importante cette fontaine parce que toute la vie du village s'est toujours articulée autour d'elle, à la fois pour boire, faire la lessive, arroser les jardins, abreuver le bétail et même tremper les orteils en été quand il faisait très chaud. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelait la Vorderste Brunnen, c'est-à-dire la première fontaine, probablement. Comme vous le voyez, cette fontaine a totalement disparu suite aux opérations d'assainissement, mais la commune travaille actuellement à un projet assez attractif de réhabilitation pour faire de cette placette un endroit de rendez-vous comme c'était dans le temps. Il en est d'ailleurs de même de la fontaine du Brulbronn qui va être réhabilitée l'année prochaine. Tous ces projets laissent à penser que l'ère des fontaines, totalement passée aux oubliettes, va retrouver incessamment à Binin une seconde jeunesse. Et d'ailleurs, Léon Meyer a écrit 2 livres sur l'histoire de Binin et un autre vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Rififi chez les Champis. C'est une nouvelle qui raconte l'histoire du lutin Brigu, décorateur de champignons. Un conte qui vous emmène à la découverte des champignons du Beacherland en français et en plate. Pour les personnes intéressées, vous pouvez contacter l'auteur aux coordonnées qui s'affichent. Allez, on passe à table. En cuisine, on dit souvent que c'est plus facile de réaliser des plats que des desserts. Alors on verra si Sandrine pense la même chose après son défi du jour, cuisiner un veau Orloff. À vos fourchettes. Ravie de vous retrouver en cuisine. Et cette semaine, c'est Angélique qui me met au défi de réaliser un veau Orloff. J'en ai déjà mangé, je sais d'ailleurs que c'est très bon et c'est même une recette traditionnelle dans ma belle famille. Donc là, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Mais bon, on va commencer par regarder les ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin d'un rôti de veau, de 6 tranches d'emmental, de 6 tranches de bacon, 10 centilitres de vin blanc, une échalote, 10 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile, du sel et du poivre. Et je vais commencer par préparer mes ingrédients, c'est-à-dire couper l'échalote. Je vais même la ciseler plus précisément. Par contre, j'ai pas du tout d'astuce pour éviter de pleurer, donc faites comme vous pouvez. Et je la réserve de côté. Et pour la suite, j'ai pris une grosse cocotte.
Non, ça c'est pas pour la cuisson vapeur la cocotte? Ou alors un faitout? Comment ça s'appelle ça? Et pour la suite, j'ai pris une grosse marmite parce que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Bon après moi, la soupe je la ferai plutôt dans une cocotte. Mais bref, passons. Et je pense qu'on va d'abord faire revenir un petit peu la viande avant de la découper et puis on terminera la cuisson au four. Je pense que ce sera comme ça qu'on va faire. Alors c'est parti, on va commencer par mettre l'huile à chauffer et on va faire dorer la viande de chaque côté. Et je pense qu'on va devoir faire le montage avant de l'enfourner pour le reste de la cuisson. Parce que je pense que s'il n'est pas entièrement cuit, il se découpera plus facilement. Donc on va essayer. Alors je vais essayer de couper des fines tranches sans tout casser. On a 6 tranches de bacon et de fromage, du coup je pense qu'il faut au moins 6 tranches de rôti. J'ai aucune idée de comment on aiguise un couteau, mais on va mettre toutes les chances de notre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, j'ai toujours été nulle en maths, évidemment j'ai coupé 8 tranches, mais j'avais un petit peu de râpe de bacon et de fromage, j'avoue. On devrait s'en sortir. Et j'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi préchauffé mon four pour que tout soit prêt une fois que j'ai fini. Donc là on va mettre une tranche de rôti, une tranche de bacon et une tranche de fromage. Et je voulais préciser aussi que j'ai pas coupé jusqu'au bout pour que le rôti se tienne et qu'il parte pas n'importe comment dans la casserole. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a mis toutes les tranches. Franchement, ça a une bonne tête. Hein. Si jamais il vous reste des tranches de bacon, vous pouvez en rajouter une par-dessus. Mais moi, je voulais vraiment garder cet aspect-là de tranches découpées. Et puis, on est pas mal. Oh, zut, j'ai oublié de m'occuper du reste des ingrédients. Je vais faire revenir un petit peu mon échalote dans le beurre et je vais ensuite déglacer avec le vin blanc. Je vais redéposer mon rôti dans la casserole, la marmite, pardon. Et je vais l'enfourner au moins 40 minutes et on va surveiller la cuisson. Oh, j'ai encore oublié le sel et le poivre. Maintenant c'est bon. Et hop, dans le four. Je suis de retour après 40 minutes de cuisson et on va découvrir le résultat. Bon déjà le fromage a bien fondu, on va juste vérifier la cuisson de la viande. Je pense qu'elle a bien cuit, juste comme il faut. Et maintenant je vais essayer de le sortir de là pour le dresser dans une assiette. Et je pense même qu'on peut récupérer la sauce pour aller avec l'accompagnement. Et écoutez, si là on n'est pas conforme à la photo, moi je sais pas. Hein. Vous pouvez l'accompagner avec des pommes de terre, de la purée ou même des légumes, des pâtes, tout ce que vous voulez. Il me restera plus qu'à le goûter et en tout cas merci Angélique pour ta recette. J'espère que je t'ai pas déçue et que tu es fière du résultat. En tout cas, moi je le suis. Et puis si vous aussi vous voulez me mettre au défi, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes pour la prochaine émission. Et puis moi, je verrai si je remets les pieds dans le plat. À très vite! Est-ce qu'on a quand même le droit de dire aux gens que quand on mange ça, il est 16h, normalement les gens normaux prennent un goûter. Là c'est l'heure du Nesquik et... Ouais, de vous. Mais nous on mange un Boerloff. Morane, tu loupes quelque chose, hein, je te le dis. C'est vrai que Morane, quand il faut manger des gâteaux, là il y a du monde. Hein. Mais là pour un Boerloff, il n'y a personne. Hein.